garde les mêmes et on continue pour cette saison 2 avec Franklin Pichard qui est à mes côtés en plateau, qu'on va retrouver un jeudi sur deux, le directeur général de Kipling Finance pour cette saison 2 de Smart Bourse. Bonjour Franklin. Bonjour Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous avez droit à votre petit commentaire de rentrée, l'ambiance de marché. On en a parlé un petit peu avec Frédéric. C'est vrai qu'en Europe, en tout cas, il y a eu cette petite alerte la semaine dernière. Est-ce que l'alerte est passée? Est-ce qu'on est encore dans un questionnement de marché, là, au moment où on se parle? Oui, ça vient d'être dit par vous et par votre invité. On est un peu dans l'expectative. On a besoin de drivers. On sort de la période des résultats. Vous l'avez dit tout à l'heure. Bouygues ferme la marche. On n'a plus à attendre de bonnes nouvelles comme toutes celles qui ont pu animer cette cote jusqu'au mois d'août, où on avait atteint des sommets, 6913 en séance, et tout ça a été porté par les résultats. Là, on va devoir trouver d'autres raisons, et c'est vrai qu'aujourd'hui, elle manque profondément, et ce sont des silences qui vont peser sur la cote au quotidien. Je me suis livré à une petite étude, enfin, pas une étude, à une observation, mais j'ai regardé, puisqu'avant l'été, on se demande comment va se passer l'été. Écoutez, c'est une drôle de coïncidence, finalement, puisque le 25 juin, puisque le 26, c'était début de l'été, le CAC était à 6641. Ouais. Il est aujourd'hui, ce matin en tout cas, il était à 6641 points. Alors ça n'a pas été un été de tous les repos. On a eu les taux en juillet qui sont à nouveau invités autour de la table. On a commencé par perdre 6%, 6-7% et toucher un plus bas. Le 19 juillet, on était tombé à 6253 points. On avait perdu quasiment 400 points. Et puis là-dessus, les publications, ce dont on vient de parler, qui ont redopé les marchés jusqu'à 6900 points, on a repris 700 points quasiment. Tout ça pourquoi? Revenir au point de départ et revenir au niveau... Un été pour rien pour le CAC 40. Voilà, un été pour rien pour le CAC 40, avec ses illusions et ses désillusions. Et maintenant, il faut construire cette fin d'année qui va être très très complexe, comme on l'évoquait tout à l'heure. Ouais, on voit les échéances effectivement et qui justifient sans doute un peu plus de prudence et de positionnement défensif chez les investisseurs. Dans la correction qu'on a eue la semaine dernière, il y a quand même le sujet du luxe qui n'est pas fini pour moi. Je continue d'en parler tous les jours. Mais non, mais parce que ça baisse encore. Oui. Kering, LVMH, Hermès, là, sont encore un peu sous pression aujourd'hui. Alors, c'est pas la même ampleur de ce qu'on a vu la semaine dernière. Encore une fois, en 2-3 séances, je le rappelle, ce sont des valeurs... Des grosses capitalisations. LVMH, la plus grosse capi européenne, sont des valeurs qui ont pu perdre 10, 15, jusqu'à près de 20% de baisse pour une valeur comme Kering en 3 séances. Oui, alors le secteur reste sonné encore, j'ai l'impression. Oui, le secteur reste sonné, et puis du coup, les analystes reprennent leur crayon et puis regardent un petit peu les choses. C'est même un peu plus que ça, puisqu'effectivement, celle qui a été la moins touchée, Hermès a perdu 10%, LVMH a perdu 17% entre le plus haut de la séance. Toujours pareil, ça s'est joué entre le 13 et le 20 août. Le 13 était le plus haut pour ces trois valeurs, plus haut historique, et le 20, le plus bas du marché pour ces trois valeurs plus bas récents de cette correction. Et puis effectivement, on a eu Gucci qui a perdu jusqu'à 23-24% par rapport au plus haut de la séance et plus bas de la séance. Alors Gucci, on l'a toujours dit, dans le luxe... Gucci. Mais oui, bien sûr. Gucci, de toute façon, mais c'est intéressant ce que vous dites. C'est un lapsus révélateur, tout à fait. Ça. Mais, Gucci, c'est Kering. Kering, on l'a toujours dit, c'est un peu le tracker des trois. Il amplifie les phénomènes, il amplifie les mouvements. Et puis, effectivement, comme je l'ai dit, il y a Gucci. Et Gucci, c'est la marque emblématique des Chinois. Donc, ils ont eu un peu la double peine. Ils ont subi à la fois les déclarations de Xi Jinping, qui a dit qu'il fallait redistribuer les richesses. Et c'est là que le marché a pris peur. Se dire, oh là là, on va sanctionner le luxe, on va créer de l'impôt supplémentaire et tout. Et puis, finalement, en seconde lecture, les analystes disent, attention, il va toucher à ceux qui possèdent plus d'$1 million d'actifs liquides. Pas les urbains, pas les nouveaux petits riches chinois qui gagnent $35 000 par an et qui sont de gros consommateurs. On a eu l'occasion de l'évoquer une fois. Les grands-parents avaient travaillé dur, accumulé de l'argent.
les parents ont vécu et n'ont pas pu acheter l'immobilier qu'elle est avec. Et du coup, les petits-enfants ont bénéficié de donations, de dons, de la part des parents et des grands-parents. Et ils ont fait quoi? Ce sont tous les yuppies, jeunes cadres chinois, qui ont dépensé plus que de raison et qui continuent de le faire et qui vont continuer de le faire, à dépenser dans le luxe et dans les grandes marques. Donc, le problème est plus psychologique que réel. On peut avoir un ralentissement. Alors, la psychologie, c'est effectivement de se dire, est-ce qu'à un moment, il ne sera pas inapproprié d'avoir du luxe et à ce moment-là qu'il y ait une réaction de la part de la population chinoise. C'est pas pour une forme d'autocensure sous la pression politique. Voilà, j'affiche pas mon sac Gucci dans la rue, donc est-ce que je vais en acheter autant que prévu? Et puis, d'un côté marché et analyste, c'était une sorte d'un petit électrochoc de dire mais on paye ces valeurs-là des multiples absolument insensés. Est-ce qu'on a raison de continuer comme ça? La conclusion de ce que j'ai pu lire et de ce qu'on regarde quand on échange chez nous, c'est bon, on va laisser passer la tempête. Pour le moment, il est trop tôt pour sortir de ce secteur. En tout cas, il n'en est même pas question. Le secteur va peut-être être un peu capé à court terme. On va peut-être moins le voir connaître les parcours qu'il a connus récemment. Mais en tout état de cause, il est trop tôt pour s'en aller. L'autre élément qui est important, c'est vrai que ça peut avoir un impact dans les portefeuilles de particuliers, parce que beaucoup avaient gardé ces plus-values. Ce sont des lignes surpondérées dans les portefeuilles. Mais on en a également tous ces nouveaux investisseurs qui sont venus depuis 1 an ou 2 ans. On leur disait, c'est trop, ça monte. On n'avait pas le point d'entrée. On considère que, fort de cette baisse-là, alors peut-être qu'on attendra un peu plus, mais pour revenir sur les plus dynamiques, toujours pareil, reviendrons sur Gucci, qui sera celle qui rebondira peut-être. Si le secteur rebondit, c'est celle forcément mécaniquement qui rebondira le plus. Et puis revenir sur LVMH ou Hermès. Hermès un peu moins parce qu'elle a le moins baissé, il y a un peu moins d'upside, il y a un peu moins de plus-value engrangée. Mais sur LVMH qui a fait perdu 17%, qui est quasiment sur les niveaux du 20 août. Oui, ça n'a pas rebondi. On a eu un rebond lundi, mais depuis, c'est ça. Et puis, finalement, on retrace dans les niveaux de cours actuels autour de 600. 615 pour LVMH. Oui, c'est les niveaux de la fin de semaine dernière. Voilà, je pense que des investisseurs qui n'en avaient pas, qui n'osaient pas rentrer compte tenu de la hausse de ces titres, du prix, peuvent peut-être un peu mettre le doigt dedans et puis attendre tranquillement. Ça vient d'être très bien dit précédemment. Il y a une classe d'actifs qui va continuer de progresser, c'est le marché des actions, parce que par défaut, il n'y a rien d'autre. Parce qu'il y a du cash, et puis parce qu'on sort d'une période de publication qui a été extraordinairement bonne, qui a surpris et agréablement surprise, qui devrait perdurer en 2022. Donc, voilà pourquoi on peut mettre des valeurs de qualité dans des portefeuilles quand on n'a pas de secteur de luxe. À propos de résultats, c'est intéressant. Alors, c'est vrai que Bouygues publie toujours en dernier, un peu en décalé par rapport aux autres sociétés du CAC 40, mais vient fermer la marche des 40 grandes valeurs françaises, avec finalement un discours assez emblématique pour une boîte de BTP en grande partie quand même. Il y a Bouygues Télécom, mais il y a quand même la grosse activité de BTP bien sûr chez Bouygues. Oui, en 2021, ce sera l'année de la normalisation. On reviendra sur les taux de marge normatifs qu'on avait avant la crise, 2 ans après. Exactement, un discours qui s'accompagne de révisions en hausse pour les résultats attendus pour l'année entière 2021, en full year. Même Bouygues ne s'attendait pas à un tel retour rapide. Et puis surtout, toutes les composantes du groupe sont dans le vert. Tout va bien. Colas, qui a publié également. Carnet de commandes historique. Des acquisitions, de la croissance externe. Et puis, il y a toujours derrière ce dossier TF1-M6. Alors, même si la décision, c'est pour l'été 2022, on a le temps d'en reparler. Mais c'est vrai que ce groupe a démontré, et Dieu sait s'il ne nous passionne pas outre mesure d'habitude, on lui trouve un peu une décote le côté conglomérat de holding
un peu compliqué. Et puis finalement, des résultats qui la propulsent aujourd'hui, où des investisseurs se disent, mais bon sang, pourquoi n'en ai-je pas dans mon portefeuille? Alors moi, je trouve que venir aujourd'hui, alors qu'elle vient de prendre 11% en quelques semaines, c'est peut-être arrivé un petit peu après la bataille. J'ai un petit peu peur que ce soit joué à court terme, mais ça mérite quand même d'être signalé. C'est un titre pas inintéressant. Ouais. Bon, un titre qui se comporte bien quand même sur la publication des résultats. La vraie vedette du jour, on peut terminer avec ça, c'est Vivendi, alors que la mise en bourse d'Universal Music Group se rapproche. Je crois que ce sera la fin du mois de septembre à Amsterdam. Le groupe a encore relevé les prévisions pour Universal, avec un appétit pour la musique dématérialisée qui continue de progresser. Oui, alors et puis il y a la révision de gros intermédiaires, gros brokers, qui étaient plutôt résultats en ligne, on a un peu peur, on voit pas, et qui tournent un peu leur veste et redeviennent très très positifs, comme vous le dites, sur des revalorisations des actifs du MG, de l'impact que ça va avoir lors de l'introduction qui se fera le 23 septembre prochain. Et surtout, la spéculation maintenant, c'est entre Mediaset, d'autres opérations, UMG 60%, 73% détenus par Vivendi, 60% qui vont être remis dans le public. Bien, c'est quand même sur 3 opérations, quasiment 6,5 milliards qui vont rentrer dans les poches de Bolloré, on va dire, en tout cas de Vivendi. Et de là, les spéculations les plus folles sont ouvertes. Alors, soit il va en redonner, il va faire des rachats d'actions et puis faire un retrait de la cote, soit il va garder ce cash et il va regarder autour de Canal, Havas, Editis et Gameloft. Et puis autour de ces marques qui vont rester dans Vivendi, repartir et refaire de la croissance externe sur des opérations plus ou moins ambitieuses. Certains parlent de Sky, avec qui il y avait des potentiels partenariats à un moment. Donc, voilà, il y a peut-être une autre histoire qui va jouer autour de Vivendi et qui suscite l'intérêt des investisseurs. C'est un peu la même histoire avec Vincent Bolloré. Oui, c'est toujours pareil. Il se retrouve toujours avec beaucoup de cash et là, que va-t-il faire? Il faut toujours être de son côté. Visiblement, oui, ça n'a pas desservi les minoritaires qui étaient à côté de lui jusqu'à présent. Merci beaucoup Franklin. Ravi de vous avoir retrouvé aujourd'hui. Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance, avec nous dans Smart Bourse, l'édition de la mi-journée sur Bismart. On se retrouve ce soir en direct à 17h.